Quand on vit aux États-Unis, on regarde ce qui s'y fait et c'est en suivant la campagne d'un certain Barack Obama qu'est né le projet Digital Box. Bonjour Vincent Monsny. Bonjour. Merci d'être avec nous. À l'époque, vous viviez là-bas aux États-Unis. On est en 2011 et vous vous apercevez qu'il y a une première plateforme de big data politique qui est en train de sortir. Alors on va peut-être déjà commencer par expliquer ce qu'est le big data pour les auditeurs qui nous écoutent et ce que ça a changé aussi. C'est une plateforme qui permet effectivement d'organiser des communautés, qui permet d'organiser des communautés de militants et qui permet aussi d'organiser les communications avec les électeurs, in fine. Et effectivement, donc j'étais expatrié, j'ai vécu en Californie 2 ans, j'ai vécu au Canada 3 ans. Et entre 2006 et 2011, on voit la communication politique changer. La vérité, c'est que toute la communication, tout secteur confondu, a changé. Vous l'avez vu dans vos métiers aussi. Bien sûr. Les auditeurs s'en sont rendus compte aussi. Et effectivement, la communication politique a commencé à être impactée avec la première campagne de Barack Obama qui était en 2008. En 2008, ils sont encore à un stade artisanal où effectivement, c'est la première campagne présidentielle où l'on peut constater qu'il y a une utilisation efficace des réseaux sociaux. Et en 2012, effectivement, entre 2008 et 2012, il y a beaucoup de travail qui a été fait, pas seulement dans la communication politique, dans les autres secteurs, je viens de le rappeler. Et c'est effectivement entre 2008 et 2012 que sont nés les premiers outils d'organisation de communautés. Donc pour effectivement organiser les militants et effectivement pouvoir communiquer avec les électeurs sympathisants derrière. Donc vous vous dites qu'il faut absolument qu'on duplique finalement le modèle chez nous en France ? Dupliquer, alors... qu'on importe et qu'on l'améliore. Voilà. Si vous dites dupliquer, je vais avoir des soucis avec mon avocat derrière. Mais ce que l'on a fait plus on fait toujours les choses en mieux ici, non ? Il a fallu, quand on est parti, nous en fait, on commence à travailler en 2010-2011. On part en même temps que nos concurrents. Vous voyez par exemple l'outil qui a été utilisé par Obama. Donc le premier outil c'était en 2012. Donc on est parti exactement au même moment. Nous on a créé la société en 2013 et effectivement on s'est dit bon voilà, ça y est, on est de retour en France. Il faut que l'on ait un outil qui corresponde à la communication politique française, qui n'a rien à voir avec la communication politique américaine. Comment vous avez fait justement pour que ça soit le bon outil qui corresponde à la classe politique aujourd'hui ? Il fallait déjà répondre aux exigences légales. Effectivement, vous le savez, les Américains ont une communication politique qui leur permet de travailler sur des critères de race et de religion. Bon, déjà, ça, on retire. En France, il n'en est pas question. Grand bien leur fasse chez eux, si ça les intéresse de travailler comme ça, ils font ce qu'ils veulent. En France, on sait que ça n'arrivera pas. Ensuite, il y avait aussi la question de développer un outil qui corresponde aux équipes de campagne françaises, qui sont très, très différentes. Aux États-Unis, vous pouvez avoir des effectifs pléthoriques. Dans une campagne municipale, dans une campagne législative, sénatoriale, il n'est pas rare d'avoir des collaborateurs salariés. En France, la réalité d'une campagne, c'est que vous ne travaillez qu'avec des bénévoles. Ils sont militants. Il est hors de question d'avoir des gens salariés. Les comptes de campagne ne le permettent pas. Pour rappeler l'ordre de grandeur, une campagne présidentielle aux US, c'est $1 milliard. En France, on est à 21 millions. Si on dépasse un petit peu, on a des problèmes. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez, leur permettre d'aller chercher comme information, justement, avec ce logiciel ? Le premier but, c'est qu'est-ce qu'on fait et à quoi on sert déjà À collecter des informations. Pourquoi les élus, effectivement, vont faire appel à nous déjà pour reprendre contact avec leurs électeurs, être capable de les informer. C'est la première mission. Derrière, une fois qu'ils sont informés, on va essayer de les mobiliser pour les faire voter. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer des emails, on va récupérer des numéros de téléphone ? Des emails, des courriers papier, du SMS, du porte-à-porte, c'est aussi du contact, le tout venant dans la rue, sur les marchés. Donc la première mission pour les élus, déjà, c'est d'informer ce qu'ils vont faire au quotidien. Là, on parle des campagnes parce qu'on est en pleine municipale, mais au cours d'un mandat qui dure 6 ans, il faut aussi informer les électeurs au quotidien. C'est l'un des plus gros challenges aujourd'hui. Un élu, pour faire savoir à la population, c'est très compliqué. Il a très peu de moyens. Là, j'ai des élus qui me disent, ils me le disaient déjà en 2014, c'est vrai dans certains coins, ils disent c'est la première campagne qu'on fait sans la presse quotidienne régionale. Alors, en Ile-de-France, on s'en rend pas trop compte parce que le Parisien reste fort. Dans certaines régions, vous avez encore la Provence, mais il y a vraiment des zones blanches de presse quotidienne régionale. Comment vous faites une campagne municipale
quand la presse quotidienne régionale a des problèmes. Avec le digital ? Voilà, en partie. Avec le digital, toujours couplé à une campagne de terrain. Si vous retirez le terrain, vous aurez des problèmes sur les résultats après. Mais effectivement, la première mission, c'est de pouvoir informer les électeurs d'une élection. Donc vous voulez remplacer la presse et les instituts de sondage. Alors, Faites un mix. On n'est pas si ambitieux que ça. Non, mais c'est un on mix va être des aussi deux. beaucoup plus humble. Mais effectivement, quand un élu, moi j'en ai encore vu la semaine dernière. Vous avez 200 candidats quand même qui utilisent votre logiciel. Donc ça 200 commence candidats dans toute la France. Donc on n'a pas que des candidats parisiens. À Paris, Lyon, Marseille, encore Lyon, c'est contestable sur la presse quotidienne régionale. Mais voilà, vous pouvez vous retrouver dans une zone blanche où la presse est affaiblie, où elle a quasiment disparu. Donc là, l'élu doit devenir, c'est lui en fait qui va devenir son propre média. C'est pas nous qui remplaçons les médias. On va rester. C'est un clin d'œil. Catherine Testa. Alors, je suis un peu affolée parce que ça veut dire que c'est la data. À qui elle appartient cette data ? Comment vous avez maillé le territoire ? Et les élections présidentielles, ça veut dire que ça va se gagner en fonction de la data qu'on a et notre capacité finalement à communiquer avec le citoyen ? Heureusement non. Okay. Donc déjà, pour répondre à la première question, RGPD. Bah oui, en plus, justement. À qui appartiennent les données ? Les données appartiennent aux élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on leur donne l'outil qu'ils viennent d'acheter, il est vide. C'est leur carnet d'adresses à eux qu'ils vont utiliser. Ce sont leurs propres données. Donc effectivement, ils en sont propriétaires. Dans le cadre des obligations du RGPD, les données appartiennent aux élus. Les données, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est un carnet d'adresses. Le but du jeu, c'est que l'élu puisse communiquer avec ses électeurs. Et croyez-moi, c'est un challenge au quotidien pour les élus. C'est vraiment très, très difficile. Les mandats d'élus sont déjà très difficiles, de plus en plus techniques, administratifs. Vous en parlez très, très souvent. Et en plus, quand vous avez réussi à faire des bonnes choses pendant votre mandat, quand vous avez eu la chance d'avoir des succès, des réussites, derrière, il faut le faire savoir. Parce que si vous avez fait des choses très bien dans votre coin et que vous avez 10% de vos électeurs qui sont au courant, vous allez avoir un problème pendant les élections. Elisabeth, puisqu'on parlait RGPD, je crois que la CNIL justement appelle à la vigilance sur tout ce qu'on met à l'intérieur des fameuses Civic Tech aujourd'hui. Complètement. La CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié là en décembre un document qui incite à construire des modèles vertueux, je les cite, de technologie civique. Donc elle invite les acteurs à penser donc ces outils respectueux de la vie privée dès la conception, en privilégiant une information claire sur le déroulé de la consultation et les droits des utilisateurs. La CNIL cite deux exemples. Par exemple, le choix des organisateurs de demander aux participants uniquement leur code postal a empêché toute authentification et a conduit à une instrumentalisation de la consultation par des groupes d'intérêt. Et ça, ils en ont donné plein d'exemples de ce type-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit la CNIL aujourd'hui ? On a aujourd'hui peut-être pas assez bordé les choses en amont ? La CNIL a abordé les choses depuis très longtemps. On vient de parler du RGPD. Bon, le RGPD, c'est récent. Bien sûr. La chance que l'on avait en France, c'est que on avait la CNIL. C'était pas le cas de tous les pays européens. La CNIL encadre depuis très longtemps. Mais concernant les Civic Tech. Concernant les Civic Tech, ils encadrent depuis très longtemps le secteur. Nous-mêmes, dès 2016 par exemple, on a déjà été audités par la CNIL. Donc la CNIL a toujours rassemblé les acteurs de la Civic Tech. Parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Il y en a plus qu'avant, on peut s'en réjouir. Mais c'est très encadré. Vous voyez par exemple... la simple notion de consentement. Vous ne pouvez écrire à un électeur que s'il vous a donné son consentement. Ça met les choses au clair. Ça veut dire que si vous n'avez pas le consentement, vous n'écrivez pas à cet électeur.